Donc on accueille maintenant Claire Neveu, qui est éthologue de formation, ingénieure de recherche en bien-être animal et fondatrice de Etonova, qui va nous parler de maréchalerie et des risques d'accident. Bonjour à tous. Alors du coup, là l'étude va porter sur une enquête qu'on a réalisée en ligne sur la maréchalerie et les risques d'accident, réalisée en collaboration avec le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel, qui a une formation maréchalerie, et l'INRA de Clermont-Ferrand. Alors juste un petit résumé, comme vous le savez tous, la séance de maréchalerie est une pratique courante, donc, qui a lieu toutes les 5 à 6 semaines en fonction des chevaux de l'activité, donc que ce soit pour le parage ou pour le parage et le ferrage. Et ça dans toutes les filières sportives, que ce soit le loisir, le sport ou la course. C'est une pratique qui est reconnue comme étant stressante et potentiellement accidentogène, même si ce n'est pas encore totalement mis en évidence scientifiquement. Mais ce serait accidentogène à la fois pour les humains et pour les chevaux, et surtout pour les jeunes chevaux aussi qui ont peu d'expérience. Alors là, on va investiguer particulièrement quand même le métier du maréchal ferrant. Là, on a assez peu de recul sur le sujet, sur les risques liés à la maréchalerie. Alors, des études ont quand même mis en évidence qu'il y aurait quand même des problèmes physiques, donc c'est intéressant parce que ça fait le lien du coup aussi avec ce qu'a dit Sophie. Donc des problèmes physiques liés aux postures, donc typiquement comme vous voyez sur la photo, des conséquences liées aux nuisances sonores et olfactives, donc les bruits, les fumées, notamment au moment du ferrage. La charge de travail avec le nombre de chevaux, la répétition des mêmes gestes tout au long de la journée. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est le risque animal, avec tout ce qui est morsure, coup de pied par exemple, qui était cité dans les études précédentes. Alors juste une petite illustration d'un passage au maréchal, où là la maréchale avait été touchée au coude, donc par un coup de postérieur là sur cette vidéo. Alors donc nous on a pas fait d'observation terrain pour l'instant. Là, les résultats, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats d'une enquête en ligne qui a été mise en ligne par les réseaux sociaux pendant 20 jours et qui portait, donc, qui était à destination des maréchaux ferrants, mais aussi des teneurs qui assistaient les maréchaux, à savoir donc les propriétaires de chevaux amateurs et les professionnels de la filière, donc qui regroupaient les salariés de toute discipline, les gérants de structures comme les centres équestres également. Alors, donc on a eu 155 répondants. Alors, la magie d'Internet, c'est qu'on on dépasse les frontières. Donc, on en a eu 148 en France et on a eu des Français qui ont répondu de pays limitrophes comme la Belgique, mais également des États-Unis. Donc on a eu 62 réponses de maréchaux ferrants, 57 réponses de propriétaires amateurs et 36 réponses de professionnels. Alors pour les professionnels qui sont les maréchaux et donc les professionnels de la filière, on leur a demandé aussi leur statut. Donc dans les maréchaux ferrants, ce qui ne nous surprend pas, on n'avait que 11% de salariés et 89% de maréchaux ferrants à leur compte. Et pour les professionnels, ça se répartissait différemment. On avait à peu près 33% de salariés, 28% de personnes à leur compte et 39% de gérants de structures, donc que ce soit centre équestre, élevage, etc. Alors ce qui nous intéressait, c'était l'expérience. Donc dans un premier temps, l'expérience dans la filière équine. Donc nos répondants avaient globalement plus de 10 ans d'expérience dans la filière, que ce soit les maréchaux ferrants, 92%, les professionnels 78% et les propriétaires 86%. Alors on imagine bien que c'est pas la même expérience puisque voilà, on a affaire à la fois à des amateurs et des professionnels. Et on s'est intéressé spécifiquement aux maréchaux ferrants, on leur a demandé leur expérience dans leur propre métier. Et là on s'aperçoit que ça descend un petit peu, on a 31% de notre échantillon qui avait moins de 10 ans d'expérience dans le métier. Donc ce qui peut nous laisser croire qu'en fait soit c'était un métier de reconversion, soit les maréchaux ferrants avaient une expérience en tant qu'amateurs avant de se lancer à leur compte. Alors ce qu'on leur a demandé également, c'est leur perception du métier. Donc, je vais d'abord vous détailler les maréchaux ferrants. Donc, on leur demandait en 3 mots, en fait, de décrire leur métier. Et donc, aux propriétaires, aux professionnels, on leur demandait en 3 mots de décrire le métier de maréchal ferrant.
Donc ce qui ressort le plus flagrant chez les maréchaux ferrants, c'est la passion. Donc dans 68% des maréchaux ferrants, qualifiaient leur métier comme un métier de passion. 50% d'entre eux mettaient en évidence la pénibilité, avec des mots tels que difficile, fatigant. Donc on avait aussi un autre mot qui est apparu, que j'ai mis en bas, qui est le fait que c'est un métier physique. Donc sans forcément la notion de pénibilité, mais juste le fait qu'on ait un métier physique, donc pour le corps principalement. Et le troisième adjectif qui ressortait, c'est ce qui était lié au savoir-faire, à toute la technicité nécessaire en tant que maréchal ferrant. Alors on va voir que c'est un petit peu différent pour les propriétaires et les professionnels. Ce qui ressort le plus comme image chez les professionnels et les propriétaires, c'est la pénibilité, avec 43%, 44%. Le fait que ce soit un métier physique également. Donc j'ai fait la distinction, puisque les répondants faisaient la distinction entre les deux. Le deuxième adjectif, c'est le fait que c'était un savoir-faire technique, donc à une trentaine de pourcents pour nos deux autres catégories. Et la passion arrivait beaucoup plus tard, avec 12% pour les propriétaires et 19% pour les professionnels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, nous, notre questionnaire pensait se passer sur les risques en maréchalerie, et finalement, le danger, et le mot a été cité, mais finalement, très peu, 5% pour les maréchaux ferrants, 10% pour les propriétaires et 22% pour les professionnels. Donc c'est assez intéressant que finalement, ce ne soit pas la première chose à laquelle on pense quand on parle du métier de maréchal ferrant, et on va voir que c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'accident. Donc on a catégorié ensuite nos accidents en trois catégories. Donc les accidents bénins, qui étaient des brûlures par exemple ou des hématomes. Donc c'est des exemples qu'on donnait à notre panel de répondants. Des accidents graves comme des membres cassés, des points de suture, et des accidents très graves qui nécessitaient une hospitalisation d'urgence, et comme qui étaient par exemple des traumatismes crâniens. Donc heureusement, on s'est aperçu que les accidents bénins étaient... Enfin, nos trois groupes avaient significativement plus d'accidents bénins que d'accidents graves ou très graves, mais les maréchaux ferrants étaient les plus touchés, puisqu'ils avaient significativement plus d'accidents graves et très graves que les deux autres catégories. Et quand on prend les pourcentages, on s'aperçoit que 79% des maréchaux ont eu au moins un accident dans leur carrière. Donc, ce qui est un chiffre très impressionnant quand même. Alors, bien sûr, on s'est intéressé au cheval aussi, où là, on a demandé aux répondants s'ils avaient observé des séances de maréchalerie où les chevaux étaient blessés. Donc là, on n'a que 50% des maréchaux qui ont répondu, 28% des propriétaires, 18% des propriétaires et 28% des professionnels. Donc, ce qui met en évidence que les blessures de chevaux ne sont pas visibles à chaque fois, heureusement. Et là, ce qui nous paraît évident, c'est que les maréchaux ont significativement plus observé des séances où les chevaux sont blessés, mais ce qui est logique puisqu'ils en voient beaucoup plus. Alors, dans les blessures qu'ils pouvaient citer, ils ont cité principalement des blessures plus ou moins bénignes, comme des poils arrachés, des égratignures, un clou dans le pied, qui est un petit peu moins bénin. Mais on leur laissait la possibilité, donc avec une case autre, de nous donner d'autres choses qu'ils avaient observées. Et ce qui sortait, c'est le décès, l'euthanasie. Il y en a certains qui ont observé des décès, des euthanasies, un traumatisme émotionnel ou une atteinte musculaire tendineuse. Donc même si ça a été cité que peu de fois, c'est quand même ressorti dans l'enquête. Alors ensuite, on s'est intéressé à la fois aux facteurs initiateurs et puis ensuite aux causes. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous ai cité les différents facteurs, vous les avez dans l'article, qui étaient corrélés entre eux. Donc c'est très compliqué d'essayer de déterminer lequel est prépondérant par rapport aux autres. Mais globalement, quand même, c'est le déplacement du cheval qui serait cité comme le premier facteur qui serait initiateur d'un risque d'accident. Ensuite, un coup d'antérieur, et ensuite le retrait du pied de la prise du maréchal. Donc quand le maréchal a pris l'antérieur, par exemple, et que le cheval tire jusqu'à temps qu'il l'enlève, et qui ensuite découlerait sur une blessure due à un autre mouvement. Alors, les maréchaux ferrants, eux, avaient la possibilité de cocher une autre case qui était la non-maîtrise du cheval par le teneur, et donc c'est également ressorti comme un facteur initiateur prépondérant pour les maréchaux ferrants.
Alors, la dernière question concernait en fait les causes d'accidents observés. Donc là, c'était cette fois pas forcément les séances de maréchalerie où nos acteurs faisaient partie, mais plutôt observer un accident. Et donc là, je vous ai fait un schéma assez récapitulatif de tout ce qui a été cité, parce qu'encore une fois, tous les facteurs étaient plus ou moins corrélés entre eux, donc c'est très compliqué d'en mettre un en évidence. Mais on s'aperçoit que finalement, ce qui paraît logique, hein, on a nos 3 acteurs qui vont avoir des liens entre eux. Donc si on commence donc par le cheval, on s'aperçoit que les causes citées étaient donc l'inexpérience du cheval, ce qui rejoint les études précédentes, l'état d'esprit du cheval à l'instant T, son tempérament, et bien sûr donc les comportements de défense qui vont être les conséquences de tout ça, et que dans la plupart des causes observées, on avait un environnement extérieur perturbateur, donc tel qu'un tracteur qui passe, d'autres chevaux à l'extérieur, etc. Si on prend ensuite les causes liées au maréchal, donc là on avait plutôt des réponses orientées par les teneurs, hein. On s'aperçoit que quand on observait des accidents, les maréchaux étaient plutôt énervés, en colère, montraient des comportements d'impatience, et du coup la conséquence, ça pouvait être des réactions violentes. À l'inverse, quand les maréchaux décrivaient donc les risques d'accident, c'était plutôt lié aux teneurs. Et on avait des teneurs qui montraient des comportements de peur, nervosité, de l'inattention, liés par exemple au fait d'envoyer un texto pendant qu'on tenait un cheval pendant la maréchalerie, de téléphoner ou de parler à quelqu'un d'autre. Des réactions violentes aussi, des comportements d'impatience et un manque de compétences qui pourrait éventuellement, il faudrait creuser, hein, être lié aussi à la peur et à la nervosité. Alors, ce qui ressortait principalement, c'est quand même le manque de communication entre le teneur et le maréchal. Donc là, il y a probablement des choses à améliorer. Donc ça reste qu'une étude, hein, sur 155 répondants. Donc on est sur voilà ce que c'est un panel, une sorte d'état des lieux de ce qui est fait en France. Mais voilà, l'idée c'est de creuser ensuite. Malgré tout, cette enquête met en évidence que la séance de maréchalerie est accidentogène, hein, que les maréchaux ferrants sont quand même les plus touchés, avec 60% d'entre eux qui ont au moins un accident. Par contre, finalement, les maréchaux et les teneurs qui les assistent n'ont pas la même expérience des chevaux, donc qu'ils soient amateurs ou professionnels, mais ils n'ont pas non plus la même perception, en fait, que ce soit des séances de maréchalerie ou du métier de maréchal en lui-même. Donc bien sûr, les chevaux sont également concernés par les blessures. Et donc nos perspectives de travail, en fait, ce serait effectivement de mieux identifier ces facteurs de risque, puisqu'on a vu qu'ils étaient corrélés entre eux. Donc voilà, l'idée c'est d'aller creuser pour essayer de trouver ces facteurs de risque pour pouvoir intervenir en amont et limiter les risques d'accident. On a un lien avec qui est mis en évidence par les maréchaux de manque de compétences par le teneur. Donc on a probablement des améliorations à faire au niveau de la formation. Et si on arrive à déterminer ces facteurs de risque, on pourrait aussi les appliquer dans d'autres cas, comme les soins vétérinaires, mais également tous les soins autour du cheval dont parlait Sophie tout à l'heure, donc qui sont aussi accidentogènes en plus de ces problèmes ergonomiques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette première enquête montre que les causes d'accidents semblent totalement multiples, hein, et concerner à la fois les humains, les chevaux. Donc à la fois au niveau de l'état d'esprit, d'une mauvaise communication entre les teneurs et les maréchaux, et bien sûr de l'état d'esprit du cheval et de l'environnement extérieur. Donc là, ce que j'aimerais donc que vous emportiez comme message, c'est qu'il y a l'importance de la concentration du teneur. Donc effectivement, plus le teneur sera concentré, plus il va anticiper les réactions du cheval que le maréchal, lui, ne peut pas forcément voir et pas toujours sentir quand il a un membre du cheval dans les mains. Et l'importance d'avoir un lieu dédié au calme, même si le lieu n'est pas forcément toujours mis à disposition par les structures, c'est aussi au maréchal d'assurer que ces conditions de travail soient les plus optimales. Voilà, donc je vous remercie tous de votre attention. Je voulais remercier les 150 participants, les 2 structures, l'écurie d'Hérouvillette et le lieu Fergan, qui nous ont permis de faire des pré-observations pour établir les questions, et les maréchaux ferrants qu'on a observés aussi, donc Dominique Laloz et Frédéric Girard. Et donc je suis à vous pour les questions. Et donc maintenant, nous avons 10 minutes pour poser des questions.
Est-ce que vous avez une idée de l'activité, enfin de la durée d'activité moyenne en nombre d'années d'un maréchal ferrant? Il y a quelques années, j'avais regardé ça. Alors, je vais pas l'avoir en tête, mais c'est vrai que souvent, alors les causes sont quand même souvent plutôt liées à la pénibilité et au risque de dos, mais c'est vrai qu'on a pas mal de... Alors, par rapport au panel qu'on a eu, on a habituellement, c'est vrai que l'image qu'on en a, c'est un métier où on va changer de métier assez rapidement par rapport à des problématiques de dos. Ce qu'a montré l'enquête, alors on n'a pas encore tout analysé, mais c'est aussi un métier en reconversion en fait. On a pas mal, notamment au lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel, on a un CFPPA et on a beaucoup d'adultes en fait qui vont se former après une autre expérience et qui vont commencer le métier plus tardivement. Donc en fait, je pense que le métier est en transition finalement et j'ai pas de chiffres en tête spécifiquement. Il y a quelques années donc, mais c'était diffusé par Vaillant, je crois que c'était 14 ans, mais j'ai aucune certitude de ça. Bah, à ma connaissance, j'ai pas d'études spécifiques. Malheureusement, en fait, les maréchaux ferrants sont pas forcément un des métiers du milieu du cheval les plus étudiés. Enfin, on avait très peu de données scientifiques dessus, en fait. Donc, c'est aussi pour ça ce qui a motivé aussi notre étude. Donc, j'espère en avoir dans les prochaines années. Bonjour. Je voulais revenir sur les questions autour de l'environnement de l'endroit où le cheval est ferré ou paré et sur le contexte général. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'émettre des recommandations sur comment aménager ce lieu où les chevaux vont être manipulés? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des recommandations à donner, notamment je pense bêtement sur l'hébergement des chevaux, le cheval qui vient de faire 23 heures de boxe et qu'on va sortir juste pour le ferrer, on a nécessairement un effet rebond qui fait qu'on va avoir des risques de réaction plus violentes et d'accidents, quoi. Alors merci pour la question déjà. Alors je vais vous répondre par rapport à l'enquête. Pour l'instant, on n'a pas de données suffisantes pour donner des recommandations. Les perspectives de l'étude, c'est d'aller étudier justement des maréchaux dans leur routine et de les suivre justement. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, et que je reviendrai vers vous dans quelques années pour vous donner des données plus scientifiques. Par contre, je peux vous donner une réponse d'éthologue et je suis aussi éleveur de chevaux, donc voilà, pour avoir une réponse plus personnelle. Donc effectivement, les recommandations vont être liées. Enfin, chaque cheval, malgré tout, est un individu à part entière. Et on va avoir des chevaux, quand on parle d'endroits calmes, on va avoir des chevaux qui vont être besoin d'être isolés pour être concentrés, voilà, sur la tâche du maréchal, et d'autres qui vont être très grégaires et qui vont plutôt avoir besoin d'avoir les congénères qui vont être pas loin justement pour limiter les réactions. Donc l'endroit idéal peut varier effectivement d'un individu à l'autre. Ça peut être tout simplement son box également, qui potentiellement peut le perturber le moins possible, en tout cas pour certains chevaux. Et effectivement, la routine, enfin l'hébergement et la routine extérieure a forcément un impact sur les réactions du cheval. On est d'accord qu'un cheval qui est hébergé au box, c'est qui a probablement une activité locomotrice réduite le temps de la journée, il aura potentiellement tendance à exprimer plus de choses lorsque le maréchal est là. Donc effectivement, là on va se focaliser sur une intervention toutes les 5 à 6 semaines, mais potentiellement il faudrait garder l'activité dans son ensemble, effectivement. Mais je n'ai que des recommandations d'utilisatrices à vous donner pour l'instant. Bonjour, Patrick Bourgeois, enseignant. Est-ce que vous avez pris en compte justement le niveau d'éducation du cheval, c'est-à-dire justement le comportement du cheval par rapport à l'humain et la préparation du cheval à toutes les manipulations qui est normalement relève justement de l'éleveur ou de la personne qui a le cheval en gestion? Alors, pour être honnête, voilà, ces enquêtes-là on avait d'autres questions qu'on n'a pas encore traitées. Donc, effectivement, on a demandé, mais ça reste une enquête où les gens cochent. Donc, on a demandé effectivement quel était le public habituel. Donc, déjà l'âge des chevaux. Donc, pour faire un rapprochement entre la gravité des accidents et l'âge des chevaux, j'ai pas encore analysé toutes les données. Et au niveau de l'éducation en lui-même, donc on sait qu'on a un impact de l'inexpérience du cheval, donc probablement dû à un manque d'équitation,
d'éducation, ou en tout cas une éducation en cours. Par contre, là, je ne vais pas effectivement avoir assez de données, même avec les autres questions que je n'ai pas encore analysées, pour vraiment avoir l'impact. Toujours est-il que c'est là où aussi, malgré tout, il y a quand même le rôle du teneur, puisque un cheval est éduqué ou pas, effectivement, la réaction de la personne qui le tient va aussi avoir un impact énorme sur la séance. Mais effectivement, c'est encore quelque chose à investiguer et malheureusement, c'est un sujet très vierge, la maréchalerie, et j'espère qu'on en saura plus dans les prochaines années. Marie Souchard, Le Cheval Autrement. Dans la continuité de la question de Patrick, je voudrais savoir si tu vas regarder l'impact de douleurs non diagnostiquées chez le cheval. Je pense à des douleurs de garrot, d'épaule, de lombaire, qui peuvent susciter des mouvements brutaux et qu'on pourrait attribuer à tort à du comportement ou du manque d'apprentissage. Tout à fait. En fait, on a tellement de facteurs qui potentiellement peuvent créer des réactions de défense chez le cheval. Donc, on a parlé du tempérament, on a parlé de l'inexpérience, on a parlé de l'éducation, mais clairement, il y a énormément de douleurs diagnostiquées ou non, hein, d'ailleurs, parce que des fois, on sait que le cheval a mal, mais on ne va pas faire le lien entre sa réaction au maréchal et une douleur. Et effectivement, on a des douleurs non diagnostiquées qui peuvent se révéler comme ça. Et donc, pour faire le lien à ce qu'on disait en off tout à l'heure, effectivement, il y a certains chevaux qu'on va ferrer pendant des années sous... calmant, voilà. Et effectivement, pour justement, en fait, voilà, ça les calme, mais ça probablement ça annule un petit peu la douleur aussi. Et donc voilà. Donc on a tellement de paramètres à prendre en compte. Et donc j'ai aussi une question qui m'avait été soulevée par un des maréchaux ferrants du lycée agricole du Mont-Saint-Michel. Si j'ai pas d'autres questions, juste. Ok, bon, et effectivement, on n'a pas toujours un teneur non plus, donc il serait aussi intéressant d'investiguer quand on n'a pas forcément de teneur au cheval. Oui. Gérard Vasseur de l'IFCE, que pensez-vous du savoir-être du maréchal dans les réactions du cheval ? Alors là, vous me demandez une réponse personnelle, parce que effectivement, ce qui a été mis en évidence dans les causes d'accidents, on a clairement un lien entre l'état d'esprit, que ce soit du teneur ou du maréchal en fait, et ces réactions qui peuvent être des réactions violentes, hein, ce qui a été clairement mis en évidence par les différentes personnes. Et c'est là où je pense que plus on va améliorer la formation des teneurs et des maréchaux, plus ils vont savoir réagir avec les chevaux, et normalement, moins ils vont avoir de réactions violentes, puisqu'ils vont pouvoir anticiper les réactions des chevaux qui peuvent être dangereuses et du coup perturber leur travail. Donc je pense que tout va passer par décortiquer les causes d'accidents et améliorer la formation. Je pense que déjà on améliorerait beaucoup de choses. Après, on est d'accord avec les maréchaux, on a aussi la charge de travail, le nombre de chevaux par journée, etc. Mais voilà, on ne peut pas agir sur tout, mais je pense que déjà de la prévention et de la formation sur les risques d'accidents liés au comportement des chevaux, on devrait améliorer, limiter les réactions qui peuvent potentiellement aussi être cause d'accidents. Merci à tous pour votre attention.